Alors nous recevons ce soir Jérôme Fourquet, nous sommes très contents de le recevoir ce soir. Jérôme Fourquet, je n'ai sans doute pas besoin de vous le présenter parce que vous le connaissez, soit parce que vous êtes venu l'année dernière en octobre, il était déjà venu ici à l'occasion de la parution de l'Archipel français. Vous l'entendez souvent dans les médias, vous lisez ses interviews dans la presse. Jérôme Fourquet, qui est directeur du département opinion et stratégie d'opinion, opinion, on va y arriver, ouais, bon. Opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP, fait régulièrement des études très fouillées, donc ça a été l'occasion avec l'Archipel français, et puis il revient aujourd'hui avec un nouvel ouvrage qu'il a rédigé avec Marie Garziaso et 3 autres chercheurs, ouvrage qui s'intitule « En immersion, enquête sur une société confinée ». Alors, bon, je n'ai pas besoin de vous dire que le confinement, le coronavirus, on en a beaucoup parlé, mais on a beaucoup parlé, je dirais, des différents aspects sous forme de séquences. La séquence sanitaire, la séquence travail, la séquence famille, école. Il nous manquait une étude un peu de fond, une étude d'ensemble qui étudie, je dirais, l'ensemble des répercussions sur le tissu social. Qu'est-ce que cette crise du coronavirus et qu'est-ce que cette période de confinement a révélé comme fracture, nouvelle fracture, comme changement dans la société? C'est l'objet de cet ouvrage ambitieux qui a été néanmoins rédigé assez rapidement, suffisamment vite pour qu'il sorte avant l'été. Et donc nous allons entendre Jérôme Fourquet évoquer tous ces aspects, mais aussi les questions qui ont trait évidemment aux répercussions politiques, parce que cette crise a été aussi l'occasion de changements dans la façon d'appréhender le pouvoir, mais le changement peut-être aussi dans la recomposition des forces politiques, nous le verrons. De tout cela, Jérôme Fourquet va nous parler dans un premier temps, et puis nous aurons l'occasion de lui poser un certain nombre de questions. Je me ferai d'abord le porte-voix d'un certain nombre de questions qui ont été posées par les membres de Politique Autrement, et par la suite, vous aurez l'occasion de poser peut-être quelques questions si nous avons encore un peu de temps. Voilà, je laisse tout de suite la place à Jérôme Fourquet pour un exposé d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Merci beaucoup. Je vais tomber le masque. Voilà. Ça va être mieux pour qu'on se comprenne et qu'on s'entende. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, effectivement, à l'IFOP, nous avons été amenés à travailler pour différents clients, essentiellement des médias, mais pas seulement, pendant toute la période du confinement et l'après. Et nous avons emmagasiné toute une série de matériaux. Alors, dans notre jargon, on appelle ça des données à la fois quantitatives, les fameux sondages que vous voyez passer dans la presse, X% des Français portaient le masque au début du confinement, X% à la fin, Y% faisaient confiance au gouvernement, tant de pourcents soutenaient l'initiative du professeur Raoult, etc., etc. Et puis des données plus qualitatives, notamment collectées par le biais d'un dispositif d'enquête que nous avons mis en place pour la Fondation Jean Jaurès et Le Point, très rapidement après l'annonce du confinement, qui consistait à suivre via une plateforme internet une trentaine de Français, représentant à l'échelon très miniaturisé une mini-société française. Et on les a questionnés, suivis, et on a échangé avec eux pendant 6 semaines du confinement, pour voir comment ils avaient vécu tout ça, quelles étaient leurs inquiétudes, leurs aspirations, leurs réactions à différents sujets qui ont fait débat à ce moment-là. Donc c'est un peu la synthèse de tout ça qui est restituée dans le livre dont on vous a parlé. Alors je ne vais pas refaire le livre, je vais plutôt essayer de échanger avec vous sur ce que cette crise a, si ce n'est révélé, au moins produit comme effet dans la société française. Alors, nous, à l'IFOP, on est des gens de chiffres et de données, et on n'est pas trop des gens qui avons une formation de philosophe. Et vous savez qu'on a eu beaucoup de discours de philosophes au début du confinement, sur le thème du « rien ne serait jamais plus comme avant » et que tout allait changer. Donc nous, on est
les deux pieds dans les chiffres, les deux mains aussi, et donc on a tout de suite été un petit peu sceptique sur rien ne sera jamais plus comme avant. Les données d'opinion qu'on a vues passer pendant le confinement, comme les sondages que nous réalisons depuis la fin de ce qu'on appelle maintenant une séquence, même si la séquence du Covid n'est pas vraiment derrière nous, tous ces chiffres et ces données nous montrent qu'on s'est grosso modo recalé sur les rapports de force, les indicateurs qui étaient ceux que nous mesurions avant. Typiquement en termes de morale, en termes de cote de popularité du président de la République ou de l'exécutif, on est sur des étiages qui sont à quelques points près, dans un sens ou dans un autre, ceux que nous connaissions avant. De la même manière, et là il n'y a pas besoin des chiffres de l'IFOP, il suffit d'allumer sa télé ou d'écouter sa radio. Vous voyez que le flux d'actualité qui se déroule depuis quelques mois ressemble quand même assez furieusement à celui qu'on connaissait avant. Alors vous me direz, il y a quand même toute la partie sanitaire, bien évidemment, mais ce qui s'est passé cet été sur la question de la délinquance, le communautarisme, etc., etc., on est sur des choses qu'on a connues avant, et on a l'impression qu'il n'y a pas eu de rupture brutale. Alors si on est grosso modo sur les mêmes rails que ceux que nous fréquentions avant, il y a quand même, et vous avez raison, vous aurez raison de le mentionner, une différence majeure, c'est qu'on a quand même hérité d'une crise économique et sociale majeure à l'occasion de cette pandémie. Et donc effectivement, sur le plan économique et social, la société française de septembre 2020 est quand même assez différente de celle de janvier ou février de la même année. Tout ça a bien évidemment des répercussions sur la vie des entreprises, hein, et donc sur le monde du travail. Nous avons donc des très nombreux secteurs où le chiffre d'affaires est en berne, voire a complètement dévissé, et tout ça produit des effets et des bouleversements. On a une grosse pression pour retrouver le chiffre d'affaires perdu, et ou, dans certains secteurs, pour assurer tout simplement la pérennité de la structure. Donc on a un monde du travail qui est soumis à une très forte tension. Je fais ce petit dégagement parce que on parle souvent en septembre, en tout cas souvent en fin août, en disant attention, la rentrée va être chaude. Et donc là, notamment cette rentrée de septembre avec la convergence des luttes, la juxtaposition des colères, un climat très très explosif. Bon, l'histoire nous montre que ce n'est pas en général au pic des crises économiques que se déroulent les mouvements sociaux. À ce moment-là, les gens serrent les dents, font le gros dos, défendent leur beefsteak, et c'est plutôt en sortie de crise, quand la situation commence à s'éclaircir un petit peu, qu'on va demander des comptes, soit parce qu'on estime qu'on n'a pas été récompensé, soit qu'on a fait plus d'efforts que d'autres. Donc ce marché du travail, ce monde du travail aujourd'hui est soumis à très forte inquiétude, très forte tension. On parle de 800 000 chômeurs supplémentaires, c'est colossal. On a des filières entières qui sont sinistrées. Donc ça, c'est le premier impact, si vous voulez, sur le secteur des entreprises et du travail. On a deux autres points à aborder sur la question des entreprises et du travail. C'est quid de la revalorisation de nos fameuses premières lignes et de la récompense à leur accorder, qui leur a souvent été promise, maintenant que le plus dur est derrière nous. Alors je prendrai juste un exemple. On a rendu hommage aux infirmières, mais aussi souvent au personnel de la grande distribution, hein, qui, en tenant leur poste, avaient permis à la chaîne logistique d'alimenter la population française. Bon, les premières annonces viennent de tomber. On va avoir par exemple 1000 suppressions d'emplois chez Auchan. Hein, donc là, la récompense des premières lignes, ça va être d'automatiser encore davantage les caisses pour accroître la marge, retrouver les points de marge qui ont été perdus, et puis aussi pour répondre à cette question qui est
cette doléance des consommateurs qui est d'avoir limité les interactions humaines. Donc voilà, en mettant des caisses automatiques, comme ça fonctionne bien. Donc on a toute une partie de la population qui a mouillé la chemise, qui a même eu le sentiment justifié de jouer parfois sa peau en tenant la position, en allant travailler. Et donc aujourd'hui, et à qui on a fait des promesses, et des promesses qui ne seront pas forcément tenables, parce qu'on va de nouveau sur, il manque de l'argent, il y a d'autres impératifs qui se font jour. Autre élément, autre point de réflexion, toujours sur la question des entreprises et du monde du travail, par la force des choses, à l'hôpital, mais dans d'autres secteurs également, ont été expérimentées pendant le confinement des méthodes de gestion de crise ou de gestion un peu, qui s'apparentaient parfois même à des gestions de guerre, avec beaucoup plus de latitude et d'autonomie qui ont été données aux échelons intermédiaires, au personnel d'exécution, une mise sous le boisseau de toute une série de procédures, de paperasses, et aujourd'hui va se poser la question du retour à la normale. Elle se pose déjà, parce que beaucoup, dans l'adversité, il y a des talents qui se sont révélés, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait faire autrement, et même plus vite, et peut-être mieux, sans les procédures qui étaient en vigueur avant. Et donc c'est un peu comme à la fin d'une grève, un conflit social où il y a une période d'effervescence comme ça, c'est un peu la gueule de bois, c'est comment on recale tout cela avec des enjeux de pouvoir et également la contestation d'une certaine forme de bureaucratie. Dans la trentaine de personnes que nous avons suivies pendant le confinement, il y avait plusieurs personnes qui étaient du secteur hospitalier et qui nous ont dit, vous savez, si on a réussi à, comme ils disent dans leur jargon, pousser les murs et multiplier par 4 ou 5 le nombre de lits en réanimation en quelques jours, alors qu'habituellement, pour un lit supplémentaire, c'est des semaines de combat, X formulaires et Y coups de tampon, c'est parce que toute notre administration était en télétravail. Et donc c'était nous, les soignants et le personnel médical, qui avons repris les clés du camion, et c'est nous qui avons fait tourner la boutique. Dans de très nombreux secteurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Et beaucoup ont constaté que ça marchait quand même pas mal. Et donc, il y a maintenant des enjeux de pouvoir très forts dans pas mal d'entreprises, avec des hiérarchies qui ont vu leur légitimité contestée et qui vont vouloir reprendre la place qui était la leur. Avec, pour certains échelons hiérarchiques, une autre difficulté, c'est que pendant qu'eux étaient en télétravail, eh bien, la Terre a continué de tourner, leur entreprise également, et qu'on peut s'interroger, ce que font déjà leurs subalternes ou leurs collaborateurs, mais aussi sans doute leur direction, sur leur utilité finale dans le process. Donc il y a toutes ces questions-là qui, pour l'instant, sont un peu mises sous le boisseau parce qu'il faut retrouver le chiffre d'affaires, il faut faire partir la machine, mais tout ça va laisser des traces. Donc ça, je referme cette grande parenthèse sur les questions économiques et les conséquences de ce que nous venons de vivre et que nous vivons encore sur l'économie, et donc ce n'est pas des conséquences qui sont minces, comme vous pouvez le voir. Si je reviens donc à l'hypothèse générale, donc comme je vous l'ai dit, nous on n'a pas vraiment à adhérer à l'idée que rien ne sera jamais plus comme avant. On a plutôt perçu cette période du confinement, et puis les semaines et les mois qui ont suivi, comme une grande parenthèse qui aurait fonctionné comme une espèce d'incubateur qui aurait accéléré un certain nombre de tendances qui étaient déjà préexistantes dans la société française. Donc c'est pas un avant, un après, il y avait du blanc, maintenant il n'y a plus que du noir, c'est plutôt une parenthèse, voilà, pendant laquelle un certain nombre de phénomènes qui existaient déjà se sont accélérés. Alors on va en lister 5. Le premier, le plus évident, c'est la digitalisation de nos modes de vie, de la société. Le e-commerce fonctionnait déjà très bien, était en très forte croissance avant le confinement, avant l'épidémie. Et donc là, avec l'épidémie, des millions de Français ont goûté aux joies de la livraison à domicile. Et il se dit que beaucoup vont persister dans ces nouveaux modes de vie.
par exemple. Hein. Et donc vous avez des opérateurs comme Amazon qui se frottent les mains. Vous avez en Grande-Bretagne un distributeur, Tesco, ils ont embauché 16 000 personnes à la suite de l'épidémie, uniquement dans la branche de la livraison à domicile. Donc on a une accélération de ces phénomènes. Digitalisation de nos vies également, vous le voyez avec le télétravail. Alors, pour être tout à fait honnête, là, pour le coup, c'était pas vraiment une tendance émergente parce qu'il y avait des grandes réticences dans les organisations, mais ça s'est fortement accéléré dans nos vies personnelles, hein, notamment les publics d'un certain âge, mais pas seulement, qui s'est familiarisé avec les messageries instantanées, etc., etc. Donc tout ça a connu un formidable coup d'accélérateur. Je crois que c'est un des cadres dirigeants d'Amazon qui dit en 2 mois, excusez-moi, on a gagné l'équivalent de 3 à 4 ans, ou d'autres sont même plus optimistes ou pessimistes, c'est selon, peut-être même une dizaine d'années. Et tout ça a fonctionné comme un gigantesque MOOC, hein, où les gens viendraient se former à l'économie et à la vie digitale. Donc ça, on ne reviendra pas dessus, et donc c'est une tendance très forte. Avant d'aborder la deuxième tendance qui a été fortement confortée par cette épreuve que nous avons vécue collectivement, c'est la montée en puissance d'un discours écologiste et la sensibilité accrue de toute une partie de la population à la question environnementale. Alors, avant de traiter ce point-là, il faut que j'ouvre une autre parenthèse pour bien essayer de comprendre les choses. On dit, mais voilà, on a une crise sanitaire et du coup, ça va booster le discours écolo. Donc, c'est quoi le lien? Le lien est que, pour beaucoup de Français, la grille de lecture, alors français et occidentaux, la grille de lecture qui s'est imposée de cette crise était une grille de lecture à très forte connotation écologiste ou environnementale. En substance, les sociétés occidentales, il faut bien un coupable, ont dégradé les écosystèmes, surexploité les ressources naturelles, déstabilisé les équilibres traditionnels, démultiplié la circulation de marchandises et de personnes tout autour de la planète, et tout ça a constitué le cocktail idéal à la propagation de l'épidémie et la pandémie. On peut donc objectivement adhérer à cette vision des choses, mais ça va souvent plus loin dans la gradation du discours. Alors vous avez des gens comme Nicolas Hulot, par exemple, qui vous disent, donc du coup, vous voyez que ce qui s'est passé là, en fait, c'est l'ultime avertissement. Hein, donc là, on revient sur la grille de lecture collapsologique, hein, le grand effondrement est pour bientôt. Donc c'est l'ultime avertissement. Bon. Certains vont encore un cran plus loin, avec une vision qui serait quasiment de nature un peu religieuse, ou mystico-religieuse et philosophique, en disant, c'est pas l'ultime avertissement, c'est le grand châtiment. C'est-à-dire, vous avez collectivement péché, et Dame Nature, avec son bras armé qui est le pangolin, a fait acte de justice. Alors, je blague à peine parce que quand on était tous confinés chez soi, ou en tout cas passant plus de temps devant les écrans encore que d'habitude, vous avez sans doute tous vu passer les photos de kangourous déambulant dans les rues de Sydney, les canards place de l'Opéra, la méduse dans les canaux de Venise. Et à chaque fois, la légende, c'était la nature reprend ses droits. Hein, donc il y a un usurpateur, l'homme, avec un grand H, blanc souvent, et donc il y a la nature qui se venge. Hein, c'est une espèce de retour de manivelle. Je parle de vision quand même assez mystico-religieuse, parce que si vous reprenez La Peste de Camus, vous avez dedans les sermons du prêtre Père Panelou qui vient sermonner
son assistance en disant si le fléau de la peste s'est abattu sur notre ville, c'est parce que Dieu a voulu châtier les pécheurs. Bon, bah là, vous changez Dieu par Dame Nature, et vous avez exactement le même narratif, comme on dit, dans cette histoire. Donc, qu'on adhère à la vision mystico-religieuse ou à la vision plus scientiste, en disant, voilà, c'est les écosystèmes qui ont été malmenés, regardez, parce que toute une série de spécialistes nous ont expliqué ce qu'étaient les zoonoses, des maladies qui sont véhiculées chez les animaux, et on franchit la barrière des espèces quand on met en contact trop rapproché espèces animales et espèces humaines, avec la concentration dans des élevages d'animaux sauvages et d'animaux d'élevage, justement. Donc voilà, tout ce bouillon de culture dans les marchés chinois. Donc on adhère à cette vision-là, ou à la vision plus mystico-religieuse, on se dit qu'il est très urgent d'agir en matière environnementale et que le chronomètre est engagé. Et donc je referme la parenthèse pour revenir à une deuxième accélération de tendance, qui est cette sensibilité accrue à la cause environnementale, qui ne peut se comprendre que quand on a compris que la grille de lecture qui s'était imposée de cet événement était très fortement matinée de vert. Alors, cette sensibilité accrue à la condition, la situation écologique ou au réchauffement climatique, bon, il y a une traduction électorale assez évidente. Au deuxième tour des municipales qui ont eu lieu après le déconfinement, on a eu la victoire des écolos dans une dizaine de villes. Alors, ça a parfois été un peu surinterprété en disant c'est un phénomène tout à fait significatif, une des leçons très significatives de cette campagne, de ces municipales, mais il y en a d'autres, hein, les 60% d'abstention, etc. Puis on rappelle quand même que voilà, il y a à peu près 1 millier de villes de plus de 10 000 habitants, donc les Verts en contrôlent une quinzaine aujourd'hui, mais voilà, il y en a quand même 980 autres qui ne sont pas dirigés par les écolos. Cela étant dit, donc il y a quand même eu ça. Autre traduction très concrète de cet engouement ou cette sensibilité accrue à la cause environnementale, vous voyez les données de marché sur les produits bio qui ont fait un tabac pendant le confinement et qui continuent, alors sur une pente moins importante maintenant, mais à prospérer. De fil en aiguille, on est aussi sur là une tendance qui est peut-être encore plus pérenne que le bio, sur l'engouement pour tout ce qui est circuit court. Les petits producteurs, etc., etc. Regardez ce qu'a fait aussi la grande distribution, en disant voilà, on a fait de la place dans nos linéaires aux producteurs locaux, on leur a donné un coup de main, on va les soutenir, etc., etc. Derrière ce bio et ce circuit court, on voit aussi, si on est encore sur les données de marché, très fort dynamique sur tout ce qui participe à la construction d'une bulle individuelle ou familiale dans laquelle on pourrait se replier. Alors c'est par exemple Le Bon Coin ou la grande distribution qui nous dit que tout ce qui est équipement de la maison fait un tabac actuellement. Les fabricants de piscines n'ont jamais vendu autant de piscines cet été. Et vous avez aussi voilà, des indicateurs sur le fait qu'on prenne davantage qu'avant sa voiture individuelle, etc., etc. Donc tout ça, bien évidemment, lié à la peur de la contamination, mais pas seulement. C'est-à-dire que cette volonté de se recréer une sphère individuelle protectrice et d'éviter contact avec le reste de la population, ou en tout cas avec une population qu'on n'a pas choisie, eh bien, a été confortée et amplifiée par ce phénomène. Troisième tendance qui a été amplifiée, il y avait déjà une forte appétence, en tout cas dans le discours public et dans les réponses que les sondés nous faisaient, mais cette réponse maintenant est encore plus massive, sur la priorité à accorder à la relocalisation d'un certain nombre de productions sur le territoire national et une forme de patriotisme économique. Hein, ça c'est très très fort, c'est en tête de tous nos baromètres. Quand on demande économiquement qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est ça qui s'impose. La pression va être très forte sur un certain nombre d'acteurs économiques, en leur disant, bon voilà, il faut que vous jouiez le jeu, et surtout ceux qui ont reçu des aides, alors tous ne l'entendent pas de cette manière apparemment, mais il va falloir refaire venir de la production en France, etc. Si on articule le point 2 et le point 3,
on avait déjà des choses un peu de ce type au moment des européennes, où on avait parlé, nous, des deux visages du localisme. C'est-à-dire un localisme écolo, à la, on va dire, Pierre Rabhi, José Bové, circuit court, essayer de privilégier une faible empreinte écologique, une forme de sobriété, et puis un autre localisme, plus bleu-blanc-rouge, plus cocardier, avec achetons français, produits par des Français, etc. Et on rappellera que Marine Le Pen avait fait du localisme le cœur de son programme pour les élections européennes, sur le thème de démondialisation, etc., etc. Donc on a ces deux versions des choses là qui de nouveau sont réactivées. Quatrième facteur ou tendance, plutôt tendance, excusez-moi, qui s'amplifie, alors qui est lié à ce que je disais notamment tout à l'heure sur l'environnement. On assiste, de notre point de vue, à une polarisation croissante de la société sur les enjeux de consommation, de rapport à la consommation, et donc du coup, de manière incidente aussi, sur la question de l'environnement. Et les questions de consommation sont en train de se politiser en France, ce qui, historiquement, était très peu le cas. On a eu déjà des politisations autour de la question du progrès technique et scientifique, par exemple, avec les OGM ou autres. Là, aujourd'hui, c'est en train de se tendre aussi sur la question de la consommation. Et c'est, à mon avis, à l'aune de cela qu'il faut analyser, par exemple, toutes les polémiques autour des déclarations à l'emporte-pièce d'un certain nombre de maires écologistes. Parce que derrière tout ça, sur le Tour de France qui serait machiste, mais aussi parce que ça abrutit les gens, parce que c'est un ode à la société de consommation, la 5G qui permet de télécharger toujours plus de films, etc., etc. Il y a la question de la consommation qui est posée derrière. Alors si je dis polarisation du rapport à la consommation et puis une politisation de tout cela, ça donne quoi ? Eh bien, on a deux pôles, comme dans un processus de polarisation, puis un grand ventre mou qui oscille entre les deux, qui est tiraillé. Alors d'un côté, on a toute une partie de la population qui adhère à l'idée du consommer moins mais consommer mieux, qui a fait sienne, pendant le confinement, l'injonction présidentielle qui disait je vous appelle ou je vous invite à vous recentrer sur l'essentiel, lisez, voilà, par exemple. Si je caricature, on est plutôt dans les classes moyennes supérieures et les classes favorisées, mais je caricature parce qu'on en trouverait aussi dans d'autres milieux, et tous les membres de ces groupes sociaux ne sont pas forcément tous là-dessus, mais c'est plutôt là-dessus en tendance. Et derrière tout ça, vous avez un rapport qui est, on va dire, en partie distendu à la consommation. C'est-à-dire qu'ils consomment, ils aiment bien consommer, mais ce n'est pas le centre de leur vie, de leur existence et surtout de leur identité. Ils peuvent se construire, ils se sont construits autrement, par leur capital culturel, notamment par un certain nombre de centres d'intérêt, etc. Et cette catégorie de la population est typiquement dans ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire une sensibilité accrue aux problématiques environnementales et adhère à l'idée selon laquelle le compte à rebours est enclenché. Et donc quand on adhère à cette idée-là, eh bien, on essaye d'adapter son mode de vie en conséquence, mais on a conscience que ce qu'on fait à sa petite échelle n'est plus du tout à la hauteur des enjeux, et qu'il faut donc forcer la cadence au niveau collectif. Et donc il y a une pression qui s'effectue sur le politique et la société pour que, par exemple, on durcisse un certain nombre de normes en termes de pollution ou en termes d'usage d'un certain nombre de produits, on réduise l'accès aux voitures dans les grands centres urbains, etc., parce qu'on n'a plus le temps d'attendre et que la planète est en train de brûler. Face à ce pôle, vous en avez un autre, alors là aussi je caricature en partie, en termes de description sociologique, qui est souvent plus modeste, hein, catégorie populaire ou une partie de la classe moyenne, qui
n'est pas opposé au premier groupe sur le constat de la nécessité d'une réponse écologique à la dégradation de nos écosystèmes, mais qui considère que, vu son niveau de vie et son niveau de consommation, c'est quand même pas elle qui est la principale responsable, et donc que c'est pas à elle de faire les efforts en premier. Et donc là, vous reconnaissez l'opposition qu'on a vu se cristalliser au moment du conflit des Gilets jaunes sur la taxe carbone, avec une partie de la population qui disait oui, je vois bien qu'il fait plus chaud, que c'est pollué, mais moi, pour avoir un bout de jardin justement à offrir à mes enfants, je suis à 30 km de la grande ville, et on a 2 véhicules avec ma femme, et donc on est obligé de prendre la voiture tous les jours. Et donc c'est hors de question que vous nous augmentiez le prix du plein, parce qu'on ne va pas s'en sortir, on est déjà au taquet. Derrière cette différence de degré sur la propension à faire des efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il y a plus profondément un rapport qui est très très différent à la consommation. Pour toute une partie de la population, alors ça remonte à loin maintenant, ça fait 50 ou 60 ans qu'on baigne dans une société de consommation, tout ça a des effets culturels et j'allais dire presque même psychologiques et anthropologiques. Pour toute une partie de la population, la consommation est centrale aujourd'hui. En termes de réponse à des besoins hédonistes. 2, en termes de justice, en disant je travaille et donc il est normal que je puisse accéder à cette consommation et que je puisse aussi offrir à mes proches, à mes enfants, un certain nombre de produits ou de services qui sont iconiques et statutaires. C'est le Coca-Cola, c'est le Nutella. Vous vous souvenez, avant la crise des Gilets jaunes, on avait eu ce que certains avaient appelé les émeutes du Nutella. Quand une grande enseigne de distribution, Intermarché pour ne pas la nommer, ils ont des belles études marketing, ils savaient que le produit d'appel, c'est souvent des produits à destination des enfants, c'est le Nutella. Et donc ils avaient cassé les prix, et donc ça avait viré à la foire d'empoigne dans les linéaires, parce que les gens se battaient pour récupérer 3 ou 4 pots. Alors on avait contingenté le nombre de pots qui étaient achetables par les personnes, et donc ça avait fait ricaner beaucoup de personnes ici, à Paris notamment, mais c'était pas uniquement un indicateur du degré de paupérisation de la société française, mais c'était plus sur le poids qu'avaient pris les marques et la capacité à s'offrir et à se les payer. Quelqu'un disait, si à 50 ans, t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Là, c'est si on peut pas acheter du Nutella ou du Coca ou des Nike à ses gamins, on n'est pas un bon parent. Et donc là, on a un vrai nœud de tension, parce que c'est très très profond ce qui se joue. Donc j'ai parlé de questions hédonistes, des questions de justice, et puis des questions même de définition de son identité. C'est « je suis ce que je consomme ». Et donc mon appartenance à la grande classe moyenne est signée ou se matérialise par ma capacité à m'offrir telle ou telle marque, tel ou tel produit, et à avoir tel ou tel élément constitutif du way of life moyen qui est exigible par tout individu qui appartient à cette société. Donc on voit bien que là, ça se polarise très fortement, parce que, d'une part, ces catégories-là, elles vont être soumises à une tension interne. Dans les mois qui viennent, ça a déjà commencé, 800 000 postes de travail détruits, des secteurs entiers qui sont sinistrés, des heures supplémentaires qui ne seront plus effectuées, des contrats intérim et autres qui vont sauter. Donc, cette population va être soumise à une tension interne entre ce qu'on pourrait appeler son pouvoir d'achat, au sens littéral du terme, ce qu'elle peut se payer, et son vouloir d'achat qui ne va pas descendre. Et donc, c'est comment on arbitre. Et à cette tension qui est déjà forte, vous ajoutez les injonctions surplombantes du premier groupe qui va dire, bon, les amis, il va falloir faire des efforts parce que la maison brûle, et il va falloir arrêter ça ou payer plus cher tel et tel produit. Et donc,
avec cette grille de lecture, on comprend mieux, par exemple, encore une fois, hein, ce qui se passe là en ce moment avec les déclarations, autour des déclarations des écologistes. Hein. C'est ça qui est en partie, je dis bien en partie, en train de se nouer. Et donc, dans mon livre L'archipel français, j'avais essayé de décrire un certain nombre de lignes de clivage qui traversaient la société française. On en a manifestement une nouvelle, hein, autour de ce rapport à la consommation. Une des premières manifestations en avait été la crise des Gilets jaunes. Il n'est pas impossible, alors l'histoire ne repasse pas les plats, il y a d'éminents historiens ici, mais les Gilets jaunes ne vont pas réoccuper les ronds-points, on voit qu'ils sont plutôt sur le déclin, mais tout ce que ça avait révélé est bien en place et peut être réactivé sous une forme ou sous une autre dans le climat très particulier que nous sommes en train de vivre. Alors, enfin, dernier et cinquième tendance qui a été sans doute dopée ou accentuée ou davantage encore soulignée par cette crise du Covid, c'est le sentiment de déclassement national, hein, qui travaille la société française. Alors là aussi, il y a des livres sur depuis quand ça date, à quoi il faut remonter, 14-18, avant, Waterloo. Bon. Donc moi je ne suis pas historien, je constate juste voilà, que ce sentiment de déclassement national, il est très fort, et il a été encore réavivé, accentué à l'occasion de cette épidémie. Alors, on peut se consoler objectivement en disant, bon, on n'a pas forcément été très très bon, mais quand on regarde les pays voisins, les Anglais qui donnent des leçons, les Américains, l'Espagne, l'Italie, c'était quand même pas terrible non plus. Et donc, face à une pandémie de cette ampleur, il était normal que tout le monde prenne la vague. Bon, à ceci près que pays qui sert, comme on dit en bon français, de benchmark en permanence, l'Allemagne, s'en est beaucoup mieux tiré que nous. Et donc ça nous interroge très fortement. Autre élément, pour aller dans le sens d'un sentiment de déclassement national qui aurait été avivé, vous vous rappelez de la pénurie sur les masques. Donc on est 6e puissance du monde, il n'y a pas ou plus d'usines de masques en France, les tests c'est pareil, etc. Et donc, qu'à cela ne tienne, différents membres du gouvernement viennent se relayer sur les plateaux télé pendant le confinement, tout contents de la trouvaille sémantique, en voyant pas qu'ils étaient, à mon avis, en train de se tirer une balle dans le pied, en disant « Attendez, on a la solution, on a mis en place un gigantesque pont aérien entre la Chine et la France. » Bon. Sauf que pour les Français, le pont aérien, d'habitude, il marche dans l'autre sens. Hein. Il part de chez nous pour aller aider des pays du tiers-monde qui ont pris une épidémie sur la tête ou un tremblement de terre. Et donc le fait que nous soyons les bénéficiaires d'un gigantesque pont aérien a signé, pour beaucoup de Français, notre déclassement. Donc j'ai parlé des masques, regardez les tests, etc. Tout le monde disait, ben, tout ça c'est effondré, et donc on était à la merci de tout ça. Rappelez-vous aussi quand Donald Trump, avec la provocation le sens de la provocation dont il est capable, me dit, bon voilà, nous on a signé avec un groupe pharmaceutique, et donc les premières doses, elles seront pour nous. Hein, sauf que le groupe pharmaceutique, il s'appelle Sanofi, il est français, ça s'est dit, bon voilà, donc même ça, on n'est plus capable de le faire, etc., etc. Donc, ce sentiment de déclassement national, qui était déjà là, a été accentué. Au plan intérieur, ce sentiment de déclassement national, il s'accompagne souvent, de par notre histoire particulière, où la nation et l'État sont très liés, par un jugement très sévère sur l'attitude de nos services publics et de notre État central. Alors, c'est un petit peu, si vous voulez, comme si l'ensemble de nos administrations et de notre appareil d'État avait été soumis à ce que les banques appellent un crash test. Et on est maintenant à l'heure du retour d'expérience, mais tout le monde l'a fait. Et donc s'il y a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, des prises d'initiative, une abnégation dans toute une série de premières lignes, collectivement, tout le dispositif a pris l'eau. Et ça s'est vu, et énormément vu. Pourquoi ? Parce que c'est un réflexe très français, là aussi, de par notre histoire. En cas de coup dur, c'est d'abord vers l'État qu'on se tourne spontanément. Et on a vu que là, alors les hôpitaux étaient là, bien évidemment, mais que ça a pêché. Et que l'État central
notamment, a été mis en échec. Et les Français, si vous voulez, à ce moment-là, ont été plongés dans un état de sidération. À la fois face à une pandémie, parce qu'on parlait de la peste tout à l'heure, mais pour les Français, les épidémies, c'est le Moyen-Âge, ou avant la Révolution française. Et donc, comment ça se fait qu'on a ça? Et puis, autre élément très fort de la sidération, il y avait l'idée que on était protégé par une espèce de ligne Maginot, et j'emploie le terme à dessein, sanitaire, et cette ligne Maginot s'est effondrée, on était tout nus. Et donc les Français disaient, mais comment se fait-il qu'on soit dans un tel état de dénuement et de désorganisation? Et donc cette sidération, moi, elle m'a rappelé un peu, toutes choses étant égales par ailleurs, ce que Marc Bloch décrivait dans son magnifique livre « L'étrange défaite ». Et c'était la même histoire. On disait, on a la meilleure armée du monde, on a la ligne Maginot, et en 6 semaines, on s'est fait enfoncer. Donc il y avait l'humiliation de la défaite, mais aussi l'incompréhension de la rapidité du phénomène. Et là, on était à peu près dans le même état d'esprit. Alors, j'ai repris un certain nombre de mots, MAUX, que pointait Bloch dans son livre, au sujet de nos élites et de notre organisation étatique. Alors lui, s'était occupé de la hiérarchie militaire, mais ça vaudrait au grand corps aujourd'hui. Donc, parler de dilution des responsabilités, d'inadaptation des procédures, d'incapacité à sortir du cadre mental ou théorique qui est prévu par les textes ou qu'on vous a enseigné. C'était les officiers d'état-major qui avaient été formés à la guerre des tranchées et qui ne comprenaient pas la guerre de mouvement. La mauvaise circulation de l'information, le fonctionnement cloisonné, et puis le déficit de réactivité et la lenteur. Donc on a un constat qu'on pourrait reprendre au mot près sur ce que nous avons vécu, en tout cas dans les premières semaines du confinement. Et donc cette remise en cause de l'État central est quelque chose, à mon avis, d'assez profond dans notre histoire, avec du coup, l'appel ou la conclusion que certains en tirent à davantage d'autonomisation des échelons intermédiaires, la décentralisation, avec quelques grands moments de bravoure, comme il y a eu une polémique, vous vous souvenez peut-être, sur est-ce qu'on rouvre ou pas certaines plages en Bretagne, et donc il fallait la décision de Paris. Les gens disaient, peut-être il y a quelqu'un qui s'appelle le maire de la commune, peut-être que lui, il a un avis sur la question, il sait quelle route va à la plage, il sait à peu près combien il y a d'habitants dans sa commune, etc., etc. Autre élément, des institutions qui étaient très peu connues des Français, mais là qui sont maintenant bien connues, mais pas forcément de manière positive, les agences régionales de santé. On nous explique voilà, que en cas de pandémie, c'est le service public, donc les cliniques privées ne doivent pas être mobilisées, y compris en Alsace. Les corporatismes divers et variés sur, par exemple, les tests. Toute la filière la filière vétérinaire, par exemple, avait proposé de faire des tests, mais on dit attention, il y a des protocoles, donc pour des tests sur les personnes humaines, sur les personnes, c'est pas possible pour vous, etc., etc. Rappelez-vous aussi le manuel de confinement, déconfinement envoyé aux écoles, 64 pages. Alors là, on était sûr qu'aucun recteur ou inspecteur d'académie ne pourrait se faire taper sur les doigts s'il y avait un enfant qui était malade. Mais donc, les maires qui s'étaient débrouillés, notamment dans les petites communes, pour faire face au Covid, ont vu ce truc arriver en se disant, bon voilà, on en prend vraiment pour des demeurés, ou c'est l'ouverture du parachute à tous les étages. Autre élément, avec le parallèle avec Marc Bloch, l'état de paupérisation de notre fonction publique, notamment hospitalière, et l'état de désorganisation. Vous vous rappelez ces soignantes avec des blouses qui en fait étaient des sacs poubelles qui avaient été récupérés dans les cantines ou aux cuisines des hôpitaux parce qu'il n'y avait pas de surblouse, etc., etc. Et là encore, état de sidération de la population en disant mais on a soi-disant le meilleur système de santé au monde et on se retrouve avec un truc complètement clochardisé. Alors j'insiste sur ce point parce que
dans notre vieux complexe avec l'Allemagne, bon, ça fait très longtemps, je parle de benchmark tout à l'heure, que on a compris qu'industriellement, ils nous avaient enfoncé. Donc bon, la messe est dite depuis longtemps, on a fait notre deuil. Mais on disait, attention, hein, il y a quand même un sujet sur lequel on est super bon, c'est les services publics et la santé. Bon. Et là, le bilan a été quand même extrêmement sévère. Et donc tout ça, accroît, de mon point de vue, le malaise français, c'est-à-dire sentiment de déclin, déclassement national, colère froide contre un État central qui prélève quand même beaucoup, mais dont on se dit mais qu'est-ce qui redistribue, ou comment ça fonctionne, où va l'argent. Et puis bien évidemment, mais ça a été dit et redit, une défiance vis-à-vis des dirigeants qui ne s'est pas dissipée avec l'incroyable pataquès sur les masques, il faut les mettre, il ne faut pas les mettre, ça ne sert à rien. Et donc là aussi, au bilan, la note peut être assez salée. Dernier point, et j'en terminerai là, sur le discours politique également qui est questionné ou qui est soumis à un scepticisme croissant. Vous vous souvenez du mantra « quoi qu'il en coûte » qui a été martelé par le président Macron. Bon, c'était pas que des paroles en l'air, il y a un plan de relance à 100 milliards, il y a eu des dizaines de milliards pour le chômage partiel. Et donc, qu'est-ce que ça produit comme effet dans l'opinion? Bon, c'est toujours bon à prendre. On s'est dit, bon, ok, il se bouge, etc. Après, on peut avoir le débat, est-ce que c'est assez, pas assez? Il faudra un plan de relance à 300, 400. Bon, au-delà de 10-15 milliards, les Français arrêtent le compteur. Hein. Ça, pour le grand public, on ne sait pas ce à quoi ça renvoie. Par contre, ce que ça nourrit comme idée, c'est que il existe de l'argent magique qu'on peut mobiliser. Il y a la caisse de l'oncle Picsou là, qui est cachée quelque part. Alors, cette idée, elle avait déjà émergé lors de la précédente crise, en 2008-2009. Alors là, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui pour le pouvoir, parce que la formule, c'était bon, ils ont trouvé de l'argent pour sauver les banques. Bon, là, c'est pour relancer l'économie, refaire partir les hôpitaux, donc c'est déjà plus légitime. Mais reste quand même l'idée qu'il y a une réserve inépuisable d'argent qu'on peut actionner quand on veut. Parce que c'est ça qui va rester comme idée, nous on le voit dans nos enquêtes, c'est quand ils veulent, ils peuvent. Et donc, tout ça n'est qu'en fait, derrière des constructions statistiques très élaborées, la dette, le PIB, etc., tout ça, c'est qu'un appareillage pour masquer un certain nombre de choix et de décisions politiques. Un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, 3 mois avant le Covid, il se bat à 0,1 de PIB pour le déficit. Après le Covid, il dit, bon, on n'a pas fini les comptes, là, on est peut-être à 11, peut-être à 9. On dit, mais comment se fait-il que les règles aient changé à ce point et qu'on puisse continuer de fonctionner comme ça? Ça veut dire qu'en fait, on nous a baladés pendant des années et qu'on aurait pu faire totalement autrement. Sauf qu'il y avait des intérêts à sauver. Et donc, bon courage à celui qui, dans 6 mois, va dire qu'il va falloir faire des efforts pour résorber le déficit. Et donc, comme c'est... je disais tout à l'heure, on se tourne tout de suite vers en France, tout de suite vers l'État. Vous avez toutes les corporations qui sont venues tendre la sébile. Donc, on a 50 € si vous voulez réparer votre vélo. On a un plan d'aide aux boîtes de nuit, etc., etc. Enfin, c'est open bar. Alors, je rigole parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des secteurs entiers qui sont sinistrés et ça va être très très dur, mais il y a quand même l'idée... Regardez la culture, hein, Roselyne Bachelot a dit, non, la culture est un secteur à nul autre pareil. Il n'y a aucun secteur d'activité qui est comparable à un autre. Et donc, il y a un plan exceptionnel pour la culture. Hein, donc, les intermittents vont voir leur statut prorogé d'1 an supplémentaire en disant, si vous aviez acquis les fameux droits avant le déclenchement du Covid, on tourne encore dessus pendant plus d'1 an. Et donc, ça va être ça dans de très très nombreux secteurs. Donc,
quid après d'un retour à un discours économique un peu rationnel sur il va falloir quand même à un moment payer. Alors on a la France Insoumise, des gens qui disent mais je vais vous montrer comment on peut tout à fait ne pas rembourser la dette. Hein, donc il faut expliquer quand même à celui qu'on est en train de pigeonner qu'il va falloir qu'il nous reprête demain. Bon, mais donc on a ça aussi comme effet, un très très profond et à plus long terme. Pour l'instant on ne le mesure pas, mais et ça fait quand même 2 fois en 10 ans, hein, l'ardoise magique. Donc les gens disent, en fait il y a une cagnotte là, une cagnotte et c'est juste, alors soit une question de volonté politique, soit et ou une question de pression que la population exercerait sur les dirigeants. Typiquement c'est les gilets jaunes. On casse l'Arc de Triomphe, on incendie une ou 2 préfectures, il y a 11 milliards qui tombent. Et après, on va voir la CFDT, la CGT, etc., en disant, bon les gars, là, avec vos défilés, ça fait 15 ans que vous nous baladez, qu'est-ce que vous avez obtenu? Les Gilets jaunes, en 2 mois, bon, un peu sportif, ils ont eu 11 milliards. Donc là aussi, il y a cette idée que quand on veut, on peut, et que dans une... alors là aussi, ça remonte à très loin dans notre histoire. L'intendant suivra, et donc il y a le politique qui prime, et donc il suffit que le politique il soit un peu velu, et ben, il arrive à obtenir beaucoup de choses de l'économique. Hein. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va comment dire, nous poursuivre pendant longtemps. Alors là, le climat actuel, vous voyez qu'il est très électrique, mais qu'en même temps, l'urgence économique et sanitaire font que tout le débat est assez chloroformé. Hein, donc il y a bien évidemment des débats sur des faits divers, ensauvagement de la société, etc., etc. Mais sur les questions économiques ou autres, on est sur les mêmes rails. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'il faut qu'ils en mettent beaucoup plus. Donc on ne voit pas forcément une alternative émerger, et donc bien que la situation soit très dégradée, très conflictuelle, il y a quand même aujourd'hui, à l'heure où on se parle, mais il faut être très prudent et modeste parce que la présidentielle c'est dans 2 ans, donc l'histoire récente nous a montré qu'il pouvait se passer beaucoup de choses. Il y a quand même une prime au pouvoir en place qui justement est à la manœuvre, qui a cette fameuse cagnotte magique et qui s'agite pour essayer d'éteindre l'incendie et donc se montre en mouvement et en responsabilité. Et dans ces périodes-là, la part de voix laissée aux oppositions est quand même plus restreinte et c'est plus compliqué à contester. Hein, il y a moins de sérénité pour débattre. On dit, attendez, là c'est l'urgence, il y a ceux qui étaient au front qui ont éteint l'incendie pendant que les autres discouraient, et donc il y a une prime pour celui qui était à la barre. Voilà. Alors j'espère que j'ai pas été trop long, je n'ai pas abordé tous les sujets, mais je sais qu'il y a pas mal de questions, donc je serais heureux d'échanger avec vous. Et puis en tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci. Oui, nous avons beaucoup de questions dans la salle aussi, j'imagine. Moi, j'aurais une première question sur le confinement lui-même. Comment il a été finalement accepté par la population? Est-ce qu'il a été considéré comme quelque chose de légitime, ou est-ce que vous avez senti des doutes, des réserves à ce sujet? Et où en est l'opinion, je dirais, sur cette question? Alors, où en est l'opinion aujourd'hui? L'histoire n'est pas figée, c'est-à-dire que au fil du temps, il va y avoir des interrogations sur le bien fondé de tout ça, notamment quand on va additionner le nombre de chômeurs, dire est-ce que tout ça en valait la peine? Si je réponds, donc ça va bouger. Si je réponds à la première partie de votre question, comment il a été accepté par la population? Il a été bien accepté, mais de manière résignée. Hein, c'était pas de gaieté de cœur. Avec un puissant adjuvant à l'injonction politique, qui était la peur. C'est-à-dire que les gens ont eu collectivement la peur d'attraper ce virus,
Et donc le confinement apparaissait comme une mesure nécessaire et légitime au niveau collectif, mais aussi comme un moyen de se protéger individuellement. Juste avant la mise en place et l'annonce de la mise en place du confinement, avait lieu le premier tour des municipales, qui est un scrutin qui habituellement mobilise quand même pas mal les Français, alors qui se déroule dans un climat on est quasiment au pic de l'épidémie, donc on n'a pas encore confiné, mais l'Italie l'a fait, etc. Et on a 60% d'abstention. On a 20 points de participation en moins. Et quand on regarde dans les sondages qu'on réalise, au moins en déclaratif, la première motivation des gens qui s'abstiennent, qui se sont abstenus, c'est de nous dire moi j'avais peur d'attraper le virus. Alors, quand on creuse, c'est peut-être un peu plus profond aussi, mais donc il y a eu cette peur qui a fait que le confinement était bien accepté et que grosso modo, même dans un pays de Gaulois réfractaires, comme certains le décrivent, le confinement était plutôt bien respecté. Hein, donc il y a eu un certain nombre d'affaires ou autres, mais en globalité, voilà. Et quand vous regardez d'ailleurs à la sortie du confinement, la fameuse carte de France avec les zones vertes et les zones rouges, on est sur la même ligne de front qu'à l'entrée dans le confinement. C'est-à-dire que le virus ne s'est pas diffusé parce que la population a été vitrifiée sur place, si je puis dire, et que les choses sont restées en l'état. Vous regardez aujourd'hui la carte des départements rouges, il y en a partout. On a bien là l'effet du déconfinement, des vacances d'été, où la population s'est baladée aux quatre coins de l'Hexagone. Donc sur tout ça, voilà, ça a été appliqué parce que on a cru ce que le gouvernement nous a dit, et on a surtout eu collectivement très peur pour soi et ses proches. Et donc ça, on l'a bien vu, nous, dans les témoignages qu'on recueillait semaine après semaine. Les gens, alors c'était difficile d'en être autrement, mais les gens étaient obnubilés par ça. Voilà, encore une fois, témoignaient de leur inquiétude. Alors il y avait différents degrés, hein, mais on a des gens qui nous expliquaient comment ils désinfectaient toutes leurs courses quand ils avaient été faire les courses. On a une employée en boulangerie qui nous dit qu'elle avait vu des gens qui arrivaient avec... qui désinfectaient les pièces de monnaie, etc., etc. Donc c'était pas toute la population, mais ça dit sur l'état de trouille qui a eu lieu dans le pays, et ça a été un adjuvant très très puissant pour faire rester les gens chez eux. Merci. Vous avez beaucoup évoqué dans l'archipel français les fractures qui existent et qui s'accroissent pour certaines d'entre elles dans la cité française. Quelles sont les fractures que vous avez identifiées qui auraient pu être, qui sont accentuées ou qui sont nouvellement apparues, je dirais, du fait de cette crise de coronavirus? Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a de nouvelles fractures qui sont apparues. Il y en a certaines qui étaient déjà qui étaient préexistantes, qui ont été avivées. Donc j'ai parlé de la polarisation là autour de la question de la consommation, le rapport à l'écologie. Ça, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler et que c'est en train de monter en puissance. Ça existait déjà, hein. Il y avait les gilets jaunes, mais ça va s'exprimer davantage. Et puis ensuite, pour nous, cette épidémie et puis le confinement ont plutôt été un peu comme des révélateurs au sens chimique ou photographique du terme des fractures préexistantes. Alors, on peut décliner ça à l'envi dans plein de secteurs. Par exemple, si on prend la question de l'école, le phénomène de décrochage scolaire, on sait bien quels sont les types de publics qui ont été le plus pénalisés par les 2 ou 3 mois, on va dire, d'école à la maison ou d'école buissonnière. Je pense qu'on aurait fait un sondage la semaine précédant le confinement auprès des enseignants en disant dites-nous dans votre classe de qui vous n'aurez aucune nouvelle pendant 2 mois, ils vous faisaient la liste au nom près. Hein, et ça, c'est magnifique. Donc on est sur 5 à 10% de décrocheurs, par exemple. Autre fracture qui est bien connue, celle au pluriel qui traverse le monde du travail. Alors on a l'habitude de parler d'un secteur protégé, d'un secteur exposé. Alors cette expression a pris une autre
une autre tournure au moment du Covid, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Là, on le voit très bien en sortie de confinement. On a un secteur protégé, la fonction publique, les très grandes entreprises. Alors même si Air France, Renault, il y aura des plans de licenciement, mais ça va être aménagé. Et puis on a les secteurs exposés, les PME, les sous-traitants, où là, les plans d'accompagnement et autres vont être beaucoup plus chétifs. Sans même parler de tous les intérimaires. Par exemple, vous prenez un groupe comme PSA, quand ils font redémarrer leur chaîne de montage à Sochaux, ils travaillent qu'à 40 ou 50% de l'effectif, et c'est que les statutaires qui reviennent travailler, c'est les gens qui sont en CDI. Toutes les équipes intérimaires sont dehors, alors qu'ils font le même job. Donc ces fractures-là vont se révéler encore davantage. Donc c'est pas forcément des nouvelles, mais elles vont être avivées, et puis sans même parler des indépendants, commerçants, artisans, où là les fonds d'aide et autres vont être très restreints. Alors il y aura peut-être de nouvelles fractures, encore une fois au sein du monde du travail, selon les secteurs d'activité. C'est-à-dire que on a un chapitre qui disait pendant le confinement, boucher qui rit et boulangère qui pleure. Pendant le confinement, les gens ont fait la cuisine, donc le secteur de commerce de bouche, la boucherie a bien fonctionné, la pâtisserie, la boulangerie aussi, mais la pâtisserie beaucoup moins. Donc au sein même, vous voyez, d'un univers, on peut dire, bon, le secteur de l'alimentation de détail, tout ça va être très divers. Regardez dans le tourisme, on a certaines régions françaises qui ont fait une belle saison, et puis d'autres professionnels du secteur touristique, dans les grandes villes ou dans d'autres régions, qui ont des chiffres d'affaires qui sont complètement plombés. Donc on a des nouvelles comme ça, fragmentations qui vont s'opérer, pas forcément, là pour le coup, sur des lignes de failles qu'on aurait connues par le passé, ou qu'on aurait pu anticiper. Est-ce que vous avez senti de nouvelles attentes en matière vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la politique, en dehors de simplement de résoudre la crise? Est-ce que vous avez senti à la faveur de cette crise l'émergence de nouvelles attentes à l'égard du politique? Alors, c'est déjà beaucoup de résoudre la crise, et avant ça, il y avait la protection, qui était déjà forte, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le réflexe instinctif, c'est de se tourner vers l'État en France. Et donc on a vu que ça avait quand même, alors même si les forces de l'ordre, les hôpitaux, tout ça a fonctionné, mais on a quand même eu le sentiment d'être un peu livré à soi-même. Et donc je pense que ça va nourrir, ce que je disais tout à l'heure, le sentiment que ceux qui peuvent le faire doivent essayer de compter sur leurs propres forces. En tout cas, qu'on laisse plus d'autonomie aux collectivités locales, que ce que je disais tout à l'heure sur le respect des procédures ou des normes, en disant voilà, il faut peut-être alléger les choses. Alors si, en direction du pouvoir, sans doute la formule de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, je pense qu'il y a ça quand même, cette idée, occupez-vous du régalien et de ce pourquoi vous êtes initialement fait, et laisser la société ou d'autres acteurs s'occuper du reste. On voit bien qu'un État omniprésent et hégémonique fonctionne plus, prend l'eau de toutes parts. On parlait de Marc Bloch tout à l'heure, il y a aussi sans doute une volonté de clarification des responsabilités, en disant qui fait quoi, comment ça se fait qu'il y ait 3 interlocuteurs sur tel ou tel sujet. Donc il y a tout ça qui... Alors ça peut être confus parce que... toutes les groupes de la société réagissent pas de la même façon. On peut avoir des attentes qui sont un peu contradictoires parfois. Par rapport à ça, est-ce que vous diriez que les succès écologistes, c'est conjoncturel, c'est une lame de fond? Quel est votre ressenti par rapport à ce que vous avez pu percevoir dans l'opinion? Alors, je pense qu'on est sur quelque chose de profond. Puisque alors il y a à la fois des raisons objectives, c'est-à-dire la dégradation des écosystèmes, le réchauffement climatique, avec un certain nombre, par exemple, d'images qui sont extrêmement frappantes pour les Français. Si vous regardez depuis 3 ou 4 étés maintenant,
on a des incendies gigantesques, alors heureusement pas trop en France, mais aux quatre coins de la planète. Là, on aurait dit aux Français que la Sibérie pouvait brûler, on dirait, okay, l'Amazonie, on dit, bon, c'est un truc hyper humide, mais on a réussi à foutre le feu là-dedans. Donc ça veut bien dire, comme disait Chirac, que la planète est en train de brûler. Alors regardez ce qui se passe en Californie, les images de koalas brûlés en Australie, etc. Donc il y a tout ça qui travaille très très fort. Regardez aussi, alors c'est pas tout à fait la même mouvance, encore que l'écho grandissant autour de la cause animaliste, conditions animales, etc., etc. Donc il y a quand même toute une série d'éléments qui montrent qu'on est sur des choses de fond et que on n'est pas sur quelque chose de conjoncturel en disant voilà, ils ont répondu à l'attente du moment. Nous, on s'intéresse bien évidemment à l'IFOP aux phénomènes électoraux, mais les gens votent souvent avec leur porte-monnaie aussi. C'est-à-dire quand on regarde ce qu'ils achètent, quand on regarde le bio, quand vous regardez par exemple ici le déplacement en vélo, etc., etc., c'est pas que du conjoncturel, et donc il y a des choses plus profondes. Là où ça peut se compliquer quelque peu, c'est que si on a une part importante de la population qui peut adhérer, j'allais dire, à la plateforme revendicative minimale portée par les écolos, mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors je caricaturais au moment des municipales en disant en gros, oui, le bio dans les cantines et plus de pistes cyclables et l'isolation des bâtiments municipaux. Ça, il y a une grande majorité des Bordelais ou des Lyonnais qui sont d'accord. Quand on commence à leur dire, on va supprimer l'arbre mort de Noël, il n'y aura pas de Tour de France, la patrouille de France, c'est quand même un peu militariste, la ville de Lyon a voté son premier budget genré, enfin dégenré. Donc là, je pense que sur tout ça, il va y avoir à un moment une grosse incompréhension. Ça s'explique parce que le parti écologiste, c'est un petit parti composé de militants très idéologisés qui ont leur propre vision du monde et qui ne s'arrêtent pas uniquement aux enjeux climatiques. Par ailleurs, en termes de méthode, beaucoup d'entre eux ont frayé avec la mouvance associative, type les faucheurs volontaires, type Greenpeace ou autres, qui pratiquent la gîte propre, en disant voilà, on fait quelques coups d'éclat pour provoquer le débat et provoquer une prise de conscience dans la société française. Donc, à mon avis, c'est pas des boulettes ou des bévues de leur part. Ils assument complètement ce qu'ils ont dit en disant oui, alors peut-être on a un peu trop dosé, mais il faut qu'on aille là-dessus. Et pour le coup, si vous voulez, c'est toute une partie de cette mouvance-là, alors c'est un peu plus compliqué, mais adhère ou reprend pas mal d'éléments qui viennent des campus américains. Alors on entend un peu moins les Verts là, sur la question décoloniale ou autre, mais quand même, et là-dessus, il n'y a pas de majorité, ou il n'y a pas une masse importante de la population qui, à date, adhère à ça. Et donc ils mettent en avant le réchauffement climatique, etc., etc. Là, ça marche, mais si au gré des événements, c'est ce volant-là de leur programme qui est systématiquement mis en avant, ça risque de leur causer sans doute un certain nombre de torts. C'est d'ailleurs ce que Emmanuel Macron a très bien compris, en essayant d'enfoncer un coin, en les traitant d'amiches, etc., en disant voilà, nous on va faire de l'écologie tous les jours, j'ai 150 mesures de la conférence climat, donc il en a écarté quelques-unes, mais il peut du coup en égrener une dizaine, 5 ou 6 tous les mois. Donc on a eu, et puis qui parlent beaucoup à la vie quotidienne si possible. Donc on a eu la fin du fioul comme chauffage domestique, l'interdiction des chaufferettes sur les terrasses. Donc ça, vous pouvez en mettre, là à mon avis dans le catalogue, je ne les ai pas toutes lues, mais il y a de quoi faire. Donc on peut égrener ça tous les mois, en disant voilà, nous on a l'écologie des petits pas, du quotidien. Et je ne sais plus, je crois que c'était Clémenceau qui disait la guerre est quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux militaires. Là, je pense que Macron, le message subliminal, c'est l'écologie est quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux écologistes. Et donc, il faut que les écolos fassent gaffe à ne pas se faire cornériser, même si dans leur fort intérieur, c'est leur pente naturelle, si je puis dire. Et donc, on verra, il ne faut pas préjuger, mais dans le match interne entre Jadot et Piolle, aujourd'hui, le rapport de force, il est clairement en faveur de Piolle.
chez les militants. Et Jadot joue, lui, le grand public, mais toujours pareil avec une primaire, mais vous êtes coincé. Est-ce que vous avez le sentiment que le changement de feuille de route du gouvernement et du président Macron a été accepté, bien accepté par les Français, ou est-ce qu'il reste encore assez sceptique et méfiant à son égard? Alors, je vous disais tout à l'heure la question des masques et l'état de dénuement de toute une partie de nos services publics a laissé beaucoup de traces et a fait beaucoup de dégâts. Pour autant, ce que je disais aussi tout à l'heure, on est dans la tempête et il y a quelqu'un qui est à la barre. Et donc, pour l'instant, les Français observent. Ceux qui étaient défiants le sont toujours tout autant. Mais disant, bon, bah voilà, il écope, il fait ce qu'il peut. De toute façon, est-ce que les autres feraient mieux? Ce que je vous disais, c'est pas 100, c'est 300, pourquoi pas 700 qu'il fallait mettre sur la table. Bon. Si on regarde un peu les choses quantitativement, donc le baromètre de popularité que l'IFOP a publié ce dimanche dans le journal du dimanche indiquait que 38% des Français étaient satisfaits de l'action de Macron. Bon, alors on peut se dire, ça fait quand même 62% qui sont mécontents, donc voilà, on est dans une société de défiance, mais à la même période du quinquennat, Nicolas Sarkozy était à 32, et donc Sarkozy avait aussi essuyé une crise d'une autre nature, et donc il avait aussi été à la barre, vous vous souvenez, plan de relance, sauver les banques, etc., etc. Donc Macron aussi un peu au-dessus. Et pour mémoire, parce qu'il y a quelqu'un qui tente un retour sur la scène, François Hollande, à la même période du quinquennat, il est à 23% de popularité. Donc Macron, c'est pas génial, mais il y a un socle. Moi, je pense que le pari, la stratégie qui est la sienne et celle de son équipe, c'est de dire, bon voilà, on est une société fragmentée, archipélisée, décomposée. Et donc, dans cet univers-là, et a fortiori dans cette période de crise, il faut s'adresser à ce que Alain Minc appelait le cercle de la raison, c'est-à-dire la partie de la population qui n'est pas sujette à l'aventurisme politique, qui a trop à perdre pour tout envoyer valdinguer. Et donc ça fait encore pas mal de gens. Il y a toute une partie des retraités, des classes moyennes supérieures, de la bourgeoisie, et donc il faut consolider ce bloc-là en disant la situation est très instable au plan économique, au plan sanitaire, au plan politique, les extrêmes sont toujours en embuscade, et donc on ne peut pas se payer le luxe de faire n'importe quoi, et on a une équipe là qui a fait ses preuves. C'est typiquement le sens de la sortie de Christian Estrosi, quand il appelle ses camarades de droite à faire bloc et à s'entendre avec Emmanuel Macron en disant, voilà, il faut que les partis de gouvernement fonctionnent ensemble. Et donc c'est pas forcément une stratégie qui vous emmène à des scores stratosphériques, mais ça doit vous permettre d'accéder au second tour. Et si au second tour, vous êtes opposé à une candidature radicale, normalement ça fonctionne. Donc en gros c'est de Estrosi à Daniel Cohn-Bendit, en passant par Bayrou, Valls et autres. On met tous ces gens un peu raisonnables ensemble et on essaye de tenir les murs de la maison qui est soumise à de très fortes tensions. Je vais maintenant passer la parole un peu dans la salle, parce que je pense qu'il va y avoir quelques questions. Alors, madame. Oui, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la relation qui n'est pas une fracture entre les générations. Avec le Covid, on a vu apparaître beaucoup de choses concernant les générations les plus malades, une forme de solidarité contre le confinement des anciens, mais en même temps, il y a le mouvement OK Boomer qui prend forme. Il y a la question des retraites des retraités par rapport aux jeunes qui vont massivement être au chômage. Qu'est-ce que vous voyez dans vos études ? Alors, merci beaucoup pour votre question, parce que c'est un sujet important. On a évoqué tout à l'heure le « rien ne sera jamais plus comme avant ».
Et il y a eu un deuxième mantra dans cette période, c'était la guerre des générations. Bon, alors pareil, à l'IFOP, on est assez sceptique là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que vous pointez est exact. On voit le mouvement hockey boomer, on voit les inquiétudes des jeunes générations, soit qui rentrent sur le marché du travail, soit qui y sont, et dernière entrée, premier sortie, etc. dans les entreprises. On voit aussi que dans nos sondages, les retraités sont très massivement favorables à ce qu'on recule l'âge de départ à la retraite, parce que ça permettra de continuer de verser les pensions. Donc il y a des intérêts qui, objectivement, sont assez antagonistes. Pour autant, la nature fait que on a très souvent dans son entourage des gens plus jeunes et plus âgés que soi. Et donc il y a, à l'échelle individuelle, des forces de rappel qui sont extrêmement puissantes. C'est-à-dire que les gens qui contestent l'égoïsme des baby-boomers, c'est souvent des gens qui ont comme parents des baby-boomers et dont ils sont très contents qu'ils puissent faire le tour de la Bretagne en camping-car à la belle saison, etc., etc. Donc il y a quand même ça. Et dans nos enquêtes, on voit aussi qu'il y a des formes de solidarité intergénérationnelle au sein des cellules familiales qui sont très fortes. Donc ça va dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que les plus jeunes qui peuvent s'enquérir ou être très attentionnés vis-à-vis de la santé de leurs aînés au moment du confinement. Mais on a aussi, de manière par exemple monétaire, des grands-parents qui aident les petits-enfants ou les enfants qui leur mettent leurs pieds à l'étrier, etc., etc. Et donc autant il arrive souvent que dans votre environnement personnel ou familial, vous ayez souvent des gens qui appartiennent aux mêmes milieux sociaux, et donc ce qui peut constituer un terreau d'un conflit de classe. Autant en termes de génération, fatalement, vous avez dans votre entourage des gens qui appartiennent à... Et donc ça comment dire, ça nuance ou ça émousse quand même fortement. Alors il peut y avoir du ressentiment, mais on a des visages très incarnés de bénéficiaires d'un certain nombre de sacrifices qu'on fait et qui sont vos parents, vos grands-parents. Regardez ce qui s'est passé avec les EHPAD et autres. Donc c'est... Voilà. Il y a des tensions qui existent, mais qui à mon avis, ne vont pas déboucher sur autre chose. Oui, vous n'avez pas parlé dans votre intervention des rapports des Français avec la presse. À titre personnel, au bout d'un certain temps, je ne supportais plus les informations, y compris celles qui étaient réputées les moins people, comme France 2 ou des choses comme ça, parce que BFM TV, ce harcèlement sur les mauvaises nouvelles, sur les chiffres auxquels on ne comprenait pas grand-chose, sur les spécialistes qui n'étaient pas tous d'accord, ce qui est normal dans une démarche scientifique, il en sort encore tous les jours des nouveaux. Et on n'a pas fait de benchmarking sur ceux qui se sont trompés tout le temps et ceux qui étaient plus près de la vérité. Il y aurait des dossiers à faire sur tous ces professeurs de tous les hôpitaux pour savoir ceux qu'on dit des âneries et ceux qui, à la fin du compte, on en dit moins. Le rapport avec la presse audiovisuelle, essentiellement, est très, très, très biaisé depuis cette affaire-là. La presse écrite, c'est plutôt mieux comporté. Mais est-ce que vous avez des échos là-dessus? Ça a été une grande découverte pour beaucoup de nos concitoyens, et une découverte qui était très déstabilisante, de voir qu'il n'y avait pas de consensus scientifique. Les Français, grâce à la presse, l'avaient noté déjà depuis longtemps, par exemple, en matière économique. On prend deux économistes, ils ne vont pas vous dire la même chose, tout ça, mais bon, tout ça c'est des sciences molles, hein, c'est des sciences humaines. Mais un type avec une blouse, une paillasse, etc., un microscope, là c'est du lourd. Et donc, les médecins, la communauté scientifique, va nous dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, le politique s'était retranché derrière, en disant, voilà, il y avait le comité des sages qui va éclairer la décision présidentielle, sauf qu'ils n'étaient pas d'accord, et puis il y avait un ou deux forts en gueule en plus. Donc ça a été très très déstabilisant
pour beaucoup de Français. Quand vous dites, à juste titre, ça fait partie du mode de fonctionnement de la quête scientifique, hein, la confrontation de points de vue, etc., etc., pour beaucoup de Français, ça a été une découverte et qui les a plongés dans beaucoup de perplexité, parce qu'on cherchait quelqu'un qui nous dirait quelle était la bonne posologie, le bon protocole, etc. On viendra peut-être sur le professeur Raoult tout à l'heure si vous voulez. Pour ce qui est du rapport à la presse, aux médias, alors là aussi, hein, on n'est pas parti d'ex nihilo. Il y avait déjà une défiance qui était assez forte vis-à-vis des médias. Néanmoins, on a une consommation médiatique qui a été démultipliée, notamment pendant les premières semaines. Alors vous me direz, c'est normal, on n'avait que ça à faire, beaucoup de gens. Mais il y avait aussi cette peur, hein, donc les gens voulaient comprendre, savoir, cette peur et cette sidération. Donc il y a une consommation très très massive. Vous voyez, toutes les audiences étaient au plus haut, et sans cannibalisation, c'est-à-dire tout le monde faisait ses records. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été meilleurs que d'autres, mais et on a consommé beaucoup de presse en ligne, aussi de la télé, de la radio, donc tout ça a énormément fonctionné. De là, deux choses. La première, c'est que, certes, on l'a vu, nous, dans les reports, les enquêtes au long cours qualitatives qu'on a menées, il y a eu à un moment une espèce d'overdose. Une partie de la population dit voilà, c'est too much. Alors en plus, c'était que des mauvaises nouvelles. Tout ça tournait en boucle. Et donc, certains nous avaient dit nous, on va pratiquer une quarantaine médiatique là. Hein, on en a ras-le-bol avec ma femme là. On n'écoute plus la radio, la télé pendant plusieurs jours parce que on sature complètement. Donc il y avait là une espèce de droit de retrait en disant bon, on va laisser reposer tout ça parce qu'en plus ils sont pas d'accord, etc. Donc ça a existé. Et en même temps, des enquêtes, alors c'est pas l'IFOP qui les a menées, ont montré que la cote de confiance dans les médias avait un peu progressé à l'issue du confinement. Alors on partait de très bas, hein, et notamment parce que dans cette période-là, beaucoup de Français ont quand même fait la différence, même entre des mauvais médias et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, parce que si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez pu entendre ou voir sur les chaînes dites officielles, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux ou à vous replonger à l'ambiance qui était celle qui existait pendant le confinement. C'était quand même assez costaud. Et donc, il y a quand même eu cet élément de réassurance en disant là, la situation est grave. Alors, on n'est pas dupe, hein, on sait que des fois, ils nous baladent, etc., etc. Mais c'est quand même un peu plus sûr en termes de solidité que tout ce qui peut circuler à droite et à gauche. Hein, donc il y a quand même eu ça. Et vous avez par exemple des grands médias qui ont engrangé énormément, la presse écrite, énormément d'abonnements numériques par exemple, hein, pendant ce confinement, parce que beaucoup de gens étaient paumés et voulaient comprendre ce qui se passait, même si la critique n'a pas été désarmée totalement et qu'effectivement, il y en a beaucoup qui disent... voilà. Mais vous voyez que c'était plus sur les experts ou les experts autoproclamés que sur les médias eux-mêmes. Ce qu'on pourrait reprocher aux médias, ce qui est à mon avis le sens de votre question, c'est de ne pas ensuite faire le relevé des copies et puis l'évaluation de ce que chacun a fait. Mais ça viendra peut-être, à mon avis, c'est peut-être en cours. Voilà. Autre question ? Bonjour. Je voulais vous demander si, selon vos études, la crise a impacté l'image, l'appréciation que les Français se font de l'Europe, de sa politique, de ses institutions, puisqu'on a observé successivement une très très grande cacophonie entre les pays membres de l'Union européenne. Et puis finalement, on a conclu avec beaucoup de difficultés, avec une solidarité relativement inédite entre pays du nord de l'Europe, pays du sud. Voilà. Comment est-ce que ça a été perçu? Est-ce que les gens ont considéré que l'Europe pouvait constituer une solution, au moins partielle, à leurs problèmes? Merci. Donc il y a eu différents moments.
Et souvent, c'est les premières impressions qui restent le plus dans la mémoire. Hein. Et donc, certes, l'accord sur la mutualisation du plan d'aide est une avancée objectivement très importante. Mais en termes de mémorisation, à l'heure où on se parle, je ne pense pas qu'elle soit très très forte. Ça sera peut-être différent demain quand les conséquences sonnantes et trébuchantes de ce plan d'aide arriveront sur le terrain. En même temps, on peut faire confiance aux gouvernants pour se tirer la couverture à eux en disant c'est pas que l'Europe, c'est nous qui faisons, quand c'est les bonnes nouvelles, c'est moi, quand c'est les mauvaises, c'est les autres. Bon. Et puis, les images initiales qui restent dans la mémoire rétinienne, c'est le chacun pour soi, les frontières qui se ferment, qui s'ouvrent, etc., etc. Donc certes, des gestes de solidarité avec des malades alsaciens qui sont envoyés en hélicoptère se faire soigner en Allemagne ou autre, mais c'est quand même le fait que, comme d'habitude, hein, vous savez, il y a une espèce de gradation en Europe, c'est-à-dire que nous, Français, on ricane des Italiens qui sont pas organisés, qui sont nuls, etc. Donc c'est normal qu'ils aient chopé le Covid, etc. Et regardez la bousculade à la gare de Milan, enfin c'est quand même catastrophique. C'était une semaine avant qu'on confine. Et puis par contre, bah voilà, les Allemands ils sont quand même mieux organisés que nous. Bon bah ça s'est encore vérifié, hein, c'est comme ça que ça s'est fait. Regardons l'Espagne aussi, etc. Donc bon, la Grande-Bretagne qui est sortie, donc il y a quand même l'idée, si vous voulez, comme au moment de la crise des migrants, que quand il y a un choc, c'est chacun pour soi. Hein, que c'est le réflexe de survie, il reste, quoi qu'on en dise, toujours d'abord national. Avec du coup cette cristallisation autour de la question des frontières. Et donc c'est pour ça, avec des trucs assez ubuesques en France, en disant, voilà, le Covid n'a pas de passeport, donc ça sert à rien de fermer. Bon, mais alors on se confinait chez soi, mais on laissait les frontières ouvertes. Donc voilà, donc je suis pas sûr que l'Europe sorte très grandie. Voyez ce qui se passe aussi sur la politique en matière pharmaceutique. Est-ce qu'il y a un géant pharmaceutique qui est en train d'émerger de tout ça au niveau européen? Est-ce qu'on met en place des protocoles de recherche commune et autres? Ça va marcher. Alors il y avait, on parlait des professeurs de médecine tout à l'heure, il y avait la grande enquête Discovery, hein, qui était lancée partout en Europe, puis on l'a abandonnée. Savoir est-ce que la chloroquine c'est bon ou pas, parce que il y avait que les Français qui alimentaient la base, hein, les autres le faisaient pas, etc. Donc il y a certes cette annonce du plan de relance. Il faudra voir est-ce qu'il y a un portage en termes de com derrière pour le marteler dans la tête des gens, puisque les gens vont vraiment voir que ça change les choses. Et puis la réalité, j'allais dire, plus basique et plus quotidienne, on avait vu que c'était le sauve qui peut, que chacun avait tiré dans son coin, et que, encore une fois, l'Europe n'avait pas forcément été, aux yeux des citoyens, comme quelque chose qui était de nature à les protéger. Même si il y a eu ces quelques actions de solidarité et autres, donc ça... Mais on n'a pas eu de... voilà, les règles de confinement n'étaient pas les mêmes, le calendrier, tout ça, voilà. Autre question? Je voulais vous revenir sur l'hôpital. Vous avez dit à juste titre que pour réagir à la crise du coronavirus, les personnels hospitaliers, au moins une partie, avaient mis en cause, avaient réussi à dépasser la bureaucratie hospitalière, qui fait qu'on est d'ailleurs en situation très délicate par rapport à ce qu'ont fait les Allemands. Le problème, c'est que je voudrais savoir si vous avez enquêté sur un groupe où il y avait quelques personnels hospitaliers, d'après ce que nous avez dit tout à l'heure. Je veux savoir quelle est la perception que vous avez pu avoir sur... Il y a eu un phénomène qui s'est produit, on a dépensé 2,3 milliards pour une prime Covid. Or, selon les lectures que j'ai pu faire, il y a notamment le professeur Perromore, l'hôpital Cochin, qui a fait un excellent bouquin là-dessus. Il y a une partie du personnel hospitalier qui n'est pas si importante que ça, mais dans les services de réanimation, qui a agi énormément et qui s'est débrouillé pour mettre en cause cette bureaucratie et pouvoir agir sur la réalité, en l'occurrence le Covid-19. Et avec des résultats quand même, vu les peu de moyens qu'ils avaient, formidables. Le problème, c'est que
il se passe après cette chose extraordinaire, c'est qu'on donne une prime Covid. C'est une bagatelle par rapport à ce qu'on a dépensé. 2,3 milliards, c'est rien du tout. Mais quand même, c'est un peu significatif. Et on la donne à tout le monde. J'ai rencontré dans les hasards de mes vacances d'été une personne qui était responsable à la PHP, d'un grand syndicat réformiste, qui m'a dit qu'elle n'avait jamais vu un malade et qu'ils étaient nombreux comme ça. Ils ont touché la prime Covid, 1 500 € hein, quand même, sur une seule personne. Et on a vu ce qui s'est passé avec le Ségur. On aurait pu penser que les personnels hospitaliers dans leur ensemble réagissent, se disent on va relancer l'hôpital et on va créer une dynamique. Or, l'ancien monde revient à toute vitesse, on distribue la même chose à tout le monde. Et ça ne s'est pas fait qu'à l'hôpital. Et c'est la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez enquêté sur ce phénomène qui est quand même paradoxal? Une volonté de débureaucratiser et en même temps une rebureaucratisation de l'hôpital et d'autres fonctions publiques. Alors, on n'a pas poursuivi les investigations auprès du personnel soignant. Mais effectivement, quand on disait rien ne sera jamais plus comme avant, etc., on voit quand même la pesanteur de tout cela. Avec quand même cette expérience qui va rester gravée dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu. Et c'est pas rien. Et donc, à mon avis, c'est des ferments pour que, sous une forme ou sous une autre, il y a des tensions qui peuvent repartir dans quelques mois ou autres en disant mais rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, ceux qui étaient au charbon, c'était nous. Et donc vous, qui êtes-vous pour nous parler alors que vous étiez dans votre canapé ou au bord de la mer, parce que certains, voilà. Donc il va y avoir ça. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je parlais de Marc Bloch tout à l'heure, une espèce de mal français sur le poids de la technostructure, la bureaucratie. C'est très compliqué à lever. Et puis, il y a des intérêts derrière. C'est-à-dire que la personne que vous avez rencontrée cet été, bah, c'est son job. Donc il y a des positions acquises, il y a des salaires, il y a des positions statutaires. Donc de remettre tout ça à plat, vous savez, c'est comme on parle de réforme fiscale en disant que dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui aboie. Bah là, c'est pareil, c'est remettre tout l'appareil d'État à plat pour qu'il soit plus performant et autres. Et en plus, il faut faire ça à chaud, sans anesthésie, au moment où on est dans la période de plus grande tension. Donc, hélas, on peut craindre que la pente la plus facile soit une espèce de retour à la normale, peut-être modulé dans quelques endroits, mais que soit avec du coup une insatisfaction qui demeure. Alors, pour les personnels soignants qui sont statut public, il y aura cette frustration, cette colère. Pour d'autres premières lignes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est même leur boulot qui va sauter, quoi. En disant, moi j'ai tenu ma caisse chez Carrefour ou ailleurs, et j'ai été remercié en étant viré. Et donc ça posera des problèmes, c'est sûr. Autre question, madame. C'était à propos du succès du discours écologiste que je voulais revenir, parce qu'il apparaîtrait que le marché immobilier montre un désir de campagne. Donc je voulais savoir si vous pensez que, à partir de vos études, c'est un mouvement durable ou... Non, pour savoir si ça correspond à une mutation, je ne sais pas, dans l'esprit des gens. Merci. Alors, merci pour votre question, parce qu'on peut peut-être ajouter le point que vous évoquez à la liste que je mentionnais tout à l'heure sur des tendances préexistantes qui ont été confortées ou amplifiées par le Covid. C'est-à-dire que ça fait un moment... Alors, ça n'a jamais cessé en France, hein, quand on fait les sondages, l'IFOP c'est une vieille maison, c'est le cas de le dire, quand on demande aux gens est-ce que vous préférez maison ou appart, vous avez la réponse et elle est invariable depuis très longtemps, dans des proportions très importantes. Ça a été encore amplifié avec un codicile, la maison avec jardin, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même, voilà. Donc ça, en termes de représentation de souhait et de désir, c'était déjà fort, ça l'est encore plus fort. Les enquêtes qu'on a pu mener montrent qu'il y a une réelle volonté d'une partie de la population des grands centres urbains de les quitter. Ce phénomène, on le voyait déjà à l'œuvre avant le Covid, avec cependant des modalités différentes. Il y en a qui quittaient les grandes villes parce qu'ils ne pouvaient plus
financièrement y habiter. En gros, ça fait des gilets jaunes. Et puis, il y avait une autre partie de la population qui estimait qu'en termes de qualité de vie, il fallait s'en éloigner. Alors, ce n'étaient pas des phénomènes massifs, mais c'est des phénomènes qui étaient réels. Et on peut penser que ce phénomène va s'amplifier dans les mois et les années qui viennent, si on se base en tout cas sur le déclaratif dans les sondages, mais on voit aussi sur les sites, vous mentionnez d'agences immobilières, tout ce qui est maison avec jardin, dans un rayon de 25 km de Bordeaux, Nantes, Toulouse, etc. Tout ça est littéralement pris d'assaut. Après, est-ce qu'on quitte pour la grande couronne périurbaine, où là c'est encore gérable sur le mode classique, ou est-ce qu'on est plus dans le changement de vie total ou matinée de télétravail, typiquement le Parisien qui va s'installer dans le Perche à 2 heures de route, où là vous ne faites pas l'aller-retour tous les jours. Ça touche une autre catégorie de la population qui est plus restreinte, qui a les moyens financiers ou la situation professionnelle qui lui permet de mettre ce projet en œuvre. C'est-à-dire, est-ce que moi, je peux travailler 2 ou 3 jours par semaine depuis chez moi? Est-ce que accessoirement, mon conjoint ou ma conjointe peut arrêter de bosser et ou reprendre une petite activité, etc. Vous voyez tout de suite qu'on touche des catégories de population qui sont plus restreintes. Mais il y a notamment dans les jeunes générations d'actifs urbains, avec le télétravail, on a aujourd'hui des tendances qui se dessinent. Après, il y a quand même ce principe de réalité, c'est-à-dire est-ce qu'on a les moyens financiers et les jobs qui permettront de faire ça. Ce qu'on voit, c'est alors un public très restreint de gens qui ont une situation financière confortable et qui sont déjà birésidentiels. Ils ont un pied à terre ou des fois un beau pied à terre dans les grandes villes, et puis ils ont la résidence secondaire où ils passent le week-end. Et ce qu'on a vu, et souvent ils ont passé tout le confinement là-bas, et ce qu'on a vu c'est que bien le week-end il va commencer le jeudi soir et finir le mardi matin, et après il y a le grand saut où les gamins carrément ne reviennent plus dans la grande ville, mais donc là c'est le changement de vie, donc il y en a un des deux qui reste toute la journée là, etc. etc. Donc ça c'est une part assez étroite de la population, mais qui pèse quand même économiquement. Vous voyez ici typiquement à Paris, à la Défense, où de très grandes entreprises disent bon maintenant c'est tout le monde en télétravail, et donc là vous avez des milliers et des milliers de cadres qui vont être catapultés en télétravail 5 jours par semaine, et donc dans ce cadre-là, ce type de stratégie ou de mode de projet de vie peut se déployer. Et puis, à l'autre extrémité de l'échelle sociale, vous pouvez avoir des gens qui ont des revenus beaucoup plus modestes, mais qui se disent, bon, on arrête tout, et puis là, on est plus dans une logique de ce qu'on a connu, par exemple, après 68, hein, de néo-ruraux, et donc on peut avoir les différents phénomènes, mais quand vous regardez tout ce qui se passe autour des tiers-lieux, des écolieux, etc., tout ça, c'était déjà enfermant avant le Covid, et ça a sans doute connu un petit coup d'accélérateur par la suite. On va prendre encore une ou deux questions. Il y avait madame d'abord. Oui, ma question concernerait la manière dont les Français considèrent les mesures qui sont prises, les mesures de sécurité, masques, etc., par rapport à cette pandémie. Moi, j'entends beaucoup dire autour de moi, et pas seulement, bon, il y a aussi les réseaux sociaux, c'est vrai, que finalement on en fait beaucoup pour une pandémie qui finalement fait une proportion de morts assez restreinte, qui tue beaucoup moins que la pollution, le cancer, les crises cardiaques, etc. Donc j'aimerais savoir, je ne sais pas si vous avez fait un sondage à ce sujet, est-ce que cette proportion est importante, minime, etc. On a parlé tout à l'heure la très forte couverture médiatique dont a bénéficié cette crise. Alors il y avait à la fois, monsieur l'a rappelé, les courbes, les bâtons, mais aussi les images, les reportages en service de réa, etc. Et donc tout ça a très fortement entretenu le sentiment de peur et d'inquiétude dans la population. Peur et inquiétude qui ne s'est pas dissipée totalement, loin s'en faut.
Et donc, même si il y a une forme de scepticisme ou d'interrogation sur le bien fondé de tout cela, cette peur demeure présente. Et par exemple, quand il y a un mois, on interrogeait les Français sur est-ce que vous êtes favorable, c'était avant que la mesure soit annoncée, au port obligatoire du masque dans la rue, on avait 3/4 de Français qui étaient favorables. Donc il y a quand même cette idée que cette épidémie a fait beaucoup de dégâts et qu'il est nécessaire de se protéger, même si on n'est pas complètement dupe, etc. Vous voyez d'ailleurs que par rapport à d'autres pays européens, le mouvement ou la mouvance anti-masque est beaucoup moins virulente chez nous qu'elle ne l'est en Allemagne, en Espagne. Alors après, il y a des raisons historiques sur le rapport à l'État, etc. Mais encore une fois, on a eu les gilets jaunes, et donc pour l'instant, ça n'a pas pris. Ce qui a pris, c'était plus l'engouement autour du professeur Raoult, la chloroquine, etc., plus que de dire on s'en fiche, on met pas de masque. Je pense que ça a quand même beaucoup pénétré les esprits. On parlait tout à l'heure du rapport entre les générations. Le fait, par exemple, que des petits-enfants n'aient pas vu pendant des mois leurs grands-parents en disant on ne veut pas porter la responsabilité éventuellement de les contaminer, etc. Donc on voit, nous, dans les mesures qu'on peut faire, des changements aussi dans le rapport au corps et le rapport à l'hygiène, parce qu'on n'était pas les champions du monde et d'Europe en France, hein, sur le lavage de mains systématique, sur toute une série de protocoles qui apparaissent basiques. Eh bien, on voit, nous, des bonds de 15 à 20 points dans la population. Et donc, tout ça ne s'explique que par quand même l'idée que ce virus, passez-moi l'expression, est une saloperie et qu'il faut quand même s'en prémunir. Dernière question, monsieur. Alors, c'est sur le thème de l'avant et de l'après. Vous l'avez évoqué à propos des agences régionales de santé. Elles avaient une mission essentielle, c'était de fermer des lits. Pendant des années, les dernières années, il fallait qu'elles ferment des lits. Sur le même principe, il fallait fermer des écoles, il fallait fermer les tribunaux, enfin, il fallait fermer d'une façon générale les services publics, et ça depuis quand même de nombreuses années. Est-ce que vous pensez que l'intention de certaines catégories de population urbaine d'aller vers la campagne se fera quoi qu'il en coûte? Parce que le risque, c'est d'arriver dans un endroit où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de médecin, et pour les enfants, quand on a une famille avec des enfants, c'est quand même deux points clés dans la vie ordinaire. Il n'y a pas que le télétravail, il y a la vie. Alors, est-ce que ces gens envisagent de déménager, je répète, quoi qu'il en coûte, ou ont-ils malgré tout une certaine inquiétude sur l'avenir qui les attend? On n'a pas creusé spécifiquement la question, mais on peut penser que ce sera à chacun selon ses moyens. C'est-à-dire qu'on aura des néo-ruraux qui, avec 30, 40 ou 50 000 euros, rachèteront une bergerie ou je ne sais pas où, y compris s'il n'y a pas d'école à proximité, mais s'ils sont nombreux, on finira par en mettre une. Et puis il y a ceux qui ont plus d'argent et qui vont quand même aller s'installer dans des endroits où il fait bon vivre, où on a les avantages du cadre de vie champêtre, campagnard ou littoral, avec quand même toutes les anémités de la grande ville. Et donc quand vous regardez par exemple la carte, ce qui était un signe un peu avant-coureur de ce qui pourrait se passer, alors ce ne sera pas avec la même amplitude, il y a des données très intéressantes qui ont été publiées par Orange, l'opérateur, dans les jours qui ont suivi le confinement, parce qu'eux, ils peuvent suivre les populations avec le taux de connexion. Et donc on a vu la grande transhumance depuis les grands centres urbains vers un certain nombre de régions. Alors donc, comme la France est quand même constellée de maisons de campagne, les gens sont casés un peu partout, mais avec quand même une très forte prédilection pour la côte atlantique.
hein, de Biarritz à Saint-Malo, c'était the place to be pendant le confinement. Et on peut penser que, quitte à télétravailler ou autre, on va aller s'installer plutôt à proximité de La Rochelle, de Saint-Malo, que de Vierzon, de Laon ou d'Abbeville. Donc il y aura de nouveau une forme d'inégalité, c'est-à-dire qu'il y aura les zones de report qui sont... Alors il y a plusieurs ingrédients, il faut quand même qu'elles ne soient pas trop éloignées de la grande ville. Si un TGV pas loin, c'est le top. 2, il faut qu'elles aient du cachet touristiquement. C'est toutes les thèses de Jean Viard sur la mise en désir des territoires, bon, c'est ça. Et puis qu'elles soient relativement bien équipées en termes de services publics. Et donc il y a un certain nombre de territoires qui cochent ces cases et qui vont sans doute en bénéficier. Merci beaucoup Jérôme Fourquet, merci à tous d'être venus ce soir. Nous espérons vous retrouver le 15 octobre. Nous allons recevoir Pierre-Henri Tavoyot, mais il y a une petite incertitude. Espérons que d'ici là, il n'y aura pas des mesures restrictives. En tous les cas, merci d'être venus et je l'espère au 15 octobre. Merci encore. Merci à vous.